Cap à présent à la deuxième thématique, chers téléspectateurs, un autre sujet qui davantage est au cœur de ce programme et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est la problématique de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Alors, je vous invite à présent à nous diriger vers le Mali précisément pour écouter cette intervention du ministre Abdoulaye Diop au Conseil de sécurité. Et on se retrouve juste après. Nous sommes préoccupés de la situation des droits de l'homme au Mali. Préoccupation importante. Je tiens à souligner que le gouvernement du Mali reste attaché à respecter et à faire respecter les droits de l'homme aussi bien pour nos propres forces que pour les forces internationales qui sont présentes sur notre territoire. Je tiens également à redire qu'il n'y a aucune volonté délibérée des autorités maliennes d'accorder des primes à l'impunité, s'agissant des cas avérés de violation des droits de l'homme. Ainsi, la justice malienne est systématiquement saisie chaque fois que des cas de violation des droits de l'homme sont signalés, y compris lorsque ces allégations sont portées contre les forces de défense et de sécurité du Mali. Et je dois vous dire que l'année dernière, la Cour, les tribunaux militaires ont condamné beaucoup de membres des forces de défense et de sécurité du Mali qui répondent de leurs actes. C'est dire l'engagement du gouvernement du Mali, malgré le nombreux défis, à ne ménager aucun effort pour poursuivre la lutte contre l'impunité. Toutefois, le gouvernement du Mali voudrait appeler l'attention du Conseil sur les risques de politisation et d'instrumentalisation des droits de l'homme aux fins d'agendas cachés et sur la multiplicité et la multiplication des mécanismes des droits de l'homme et leur poids croissant sur le fonctionnement de l'administration malienne, dont les cadres doivent répondre à leurs sollicitations nombreuses, simultanées et souvent pas coordonnées au moment où cette même administration est appelée à servir les besoins urgents de nos populations. Je souhaite que votre Conseil en tienne compte. Le gouvernement du Mali tient à rappeler que l'amélioration de la situation des droits de l'homme est étroitement liée au progrès sur le plan sécuritaire, ainsi que sur le retour des représentants de l'État et des services sociaux de base au profit des populations que nous servons. Et c'est pour réaliser ces objectifs majeurs d'ailleurs que le Mali a fait appel à l'appui de la communauté internationale qui, je rappelle, est là pour nous aider et non pas nous créer des problèmes. Pour clore ce chapitre des droits de l'homme, je tiens à rappeler que le gouvernement du Mali a rejeté certaines allégations de violation et d'atteinte aux droits de l'homme attribuées aux forces de défense et de sécurité maliennes dans la dernière note trimestrielle de la MINUSMA. En effet, à l'issue d'enquêtes minutieuses, nous nous sommes rendus compte que ces allégations sont tendancieuses, non recoupées, rapportées selon des témoignages non contradictoires et ne s'appuyant sur aucune preuve tangible. Je saisis cette occasion pour rejeter totalement la fausse impression que cette note trimestrielle de la MINUSMA donne et selon laquelle les violences exercées par les forces maliennes ciblent des personnes appartenant à des communautés ethniques. Parce qu'au Mali, nous sommes un pays millénaire, un pays multiethnique. Nous avons une armée aussi qui est multiethnique. Il ne peut pas être question au Mali de pouvoir cibler une communauté en particulier. D'évidence, ces allégations ont pour objectif de ternir l'image des forces armées maliennes et de les discréditer vis-à-vis des populations et de la communauté internationale. Cependant, le gouvernement du Mali reste ouvert à tout dialogue constructif avec les organisations de défense des droits de l'homme, y compris la Commission nationale des droits de l'homme pour lutter contre l'impunité. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, sur la dimension régionale, à laquelle beaucoup d'entre vous ont fait allusion, j'ai entendu plusieurs membres du Conseil regretter le retrait du Mali du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Je voudrais leur rappeler qu'il s'agit là d'une décision souveraine du Mali, en réponse aux violations des traités fondateurs de l'organisation, à la politique de 2 poids, 2 mesures et aux ingérences extérieures hostiles à l'égard d'un État membre fondateur de cette organisation. Le retrait du Mali a été formellement notifié aux instances du G5 Sahel. J'invite le Conseil de sécurité à prendre acte de cette décision et à en tirer toutes les conséquences dans la mise en œuvre du mandat de la MINUSMA.
De ce fait, comme vous le savez, le G5 Sahel n'a plus vocation à intervenir sur le territoire malien. Cependant, le gouvernement de la République du Mali reste fidèle à son attachement à l'intégration et à la coopération régionale pour la réalisation d'objectifs qui servent les intérêts de nos populations. À cet égard, le Mali va poursuivre, je vous le rassure, sa coopération bilatérale avec les pays concernés, ainsi que son partenariat sécuritaire régional dans le cadre de mécanismes appropriés, et ce, nous le ferons dans un esprit de bon voisinage, un esprit de fraternité, un esprit de solidarité et dans un esprit d'amitié. Alors, vous venez là d'écouter le ministre Abdoulaye Diop au Conseil de sécurité de l'ONU et qu'on vient de souligner que, selon lui, le gouvernement malien reste ouvert à tout dialogue politique, sans oublier que les décisions qui ont été prises concernant le retrait du Mali du G5 Sahel résultent tout simplement, comme il a dit, de la violation des dispositions qui encadrent cette organisation. Alors, pour développer justement cette deuxième thématique concernant la lutte contre le terrorisme au Sahel et surtout le désir ardent de la France, mais également de l'ONU à s'imposer au Sahel à tous les prix, retient notre attention. Et pour décrypter cette thématique, nous recevons sur ce plateau M. Samuel Youmbi. Bonsoir. Bonsoir, ma chère Céleste Capen. Vraiment, un grand merci la valorisation de la tenue africaine que vous valorisez à chaque fois sur le plateau. Vous démontrez encore qu'au Cameroun, la femme africaine avec ses tenues, avec ses tenues colorées, démontre l'étendue de la valeur africaine. Juste, il faut rentrer en Afrique pour voir tout ce qu'il y a de beau pour le monde. Merci encore et je dis un grand bonsoir à toute la jeunesse panafricaine qui nous suit attentivement ce soir, car le sujet que vous avez posé, le terrorisme, pourquoi l'ONU et la France veulent-elles à tout prix s'imposer au Sahel, nous interpelle tous, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir en flagrant délit qu'enfin l'Afrique n'a jamais voulu s'intéresser sur et pointer du doigt les États-Unis d'Amérique, mais aujourd'hui nous sommes face à la vérité, face à cette réalité de pointer du doigt aujourd'hui les États-Unis et l'ONU, avec la complicité de la France, qui veulent mettre le plan machiavélique qu'ils ont planifié et qu'aujourd'hui, par procuration, ils voudraient tout simplement envahir l'Afrique. Je dirais encore un très grand bonsoir à tous les techniciens et un grand bonsoir à tous les panélistes que vous allez présenter. Et avant de sortir, je voudrais quelque part, Madame Céleste Capen, pour dire le sujet sur le Sénégal, quelque part, c'était le président François Hollande qui l'avait dit au Sénégal. Et il était au Sénégal quand il disait ces mots. Ces paroles disaient à tous les Africains: si un chef d'État ne vous intéresse pas, ne vous plaît pas, descendez dans la rue, c'était du n'importe quoi, parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre, qu'il y a certains événements qui nous interpellent tous, de savoir qu'un gouvernement démocratiquement élu ne doit pas se terminer comme ce que nous avons vu avec ATT au Mali, qui avait quelques semaines de parti, et nous avons vu le renversement du président ATT. Aujourd'hui, tout ce que, après avoir suivi le débat de nos panélistes sur le Sénégal, nous pouvons tout simplement dire au chef de file de l'opposition que la Cour constitutionnelle ayant décidé l'éligibilité des membres titulaires et que quelque part les membres suppléants auront la possibilité d'aller aux élections, j'exhorte tout simplement que le chef de file de l'opposition, qu'il puisse aller à la retenue dans le respect des institutions, car nous le savons tous, il y a les élections présidentielles qui démontrent à un candidat de l'opposition que même si les législatives vous avez perdu, nous avions vu dans plusieurs cas, même si les législatives, la Cour constitutionnelle qui décide, vous de l'opposition, en mis dans votre logique, c'est de prendre le pouvoir. Et le pouvoir, c'est les élections présidentielles. Donc aujourd'hui, nous voulons tout simplement que le gouvernement de Macky Sall, qui a été élu démocratiquement,
par le suffrage des Sénégalais à la majorité, que la chef de file de l'opposition qui puisse avoir beaucoup de retenue et de savoir que c'est ce même cours constitutionnel qui va valider les élections futures pour les prochaines élections dont il sera candidat sur où les peuples sénégalais seront ceux-là qui apporteront les suffrages au président sortant si il sera candidat décidé par le Parlement sénégalais ou s'il sera représenté par un autre membre de son parti et lui et ceux de l'opposition dont nous pensons tout simplement que sortir une masse pour demander la démission d'un président élu démocratiquement ne nous honore pas et nous avons besoin d'une dynamique jeune qui reste dans les critères du respect de la démocratie, du respect des institutions, car seules ces institutions peuvent nous départager et peuvent nous rassembler, car c'est elles seules qui nous unissent. Un autre invité dans le cadre de ce programme, M. Souleymane Hamzat, bonsoir. Activez votre micro, M. Souleymane. Activé. Le micro est activé. Vous me recevez? Nous vous recevons, M. Souleymane. Bonsoir et bienvenue sur la télévision panafricaine. Bonsoir, Madame Kapine. Bonsoir à mes co-panélistes. Bonsoir à notre Amazone du Mali. Bonsoir et tous mes respects à la grande dame de l'Algérie. Je vais intervenir, si vous me permettez, déjà par le Sénégal qui brûle en ce moment. C'est dommage que nous ayons un certain nombre de chefs d'État qui ne réfléchissent pas du tout. Ce qui se passe au Sénégal est tout à fait déplorable. Monsieur Souleymane, on reste dans le cadre justement de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Je vous en prie, au regard justement du temps qui nous est imparti, on ne pourra pas permettre à tous les panélistes de dire un mot sur cette actualité au Sénégal. Nous vous prions sincèrement de nous limiter au sujet concernant la lutte contre le terrorisme au Sahel. Nous vous prions de prendre en considération cela. Alors, Madame Amina Fofana, bonsoir. Bonsoir, Madame Céleste. Bonsoir, ma sœur Linda. Ça fait longtemps. Bonsoir à mon frère qui vient de parler tout de suite, à Samuel Yumbi. Et je salue la partie technique d'Afrique Média, bien sûr, tous qui nous suivent en ce moment. Merci pour l'invitation. Merci également d'avoir répondu présent à cette invitation de la télévision panafricaine. Vous êtes activiste panafricaniste. On rappelle également que M. Souleymane Hamzat est expert en questions sécuritaires. Madame Linda Labaoui, bonsoir. Heureuse de vous retrouver. Et moi aussi, et bonsoir à ma sœur Fofana, oui, ça fait longtemps. Oui. Bonsoir à M. Souleymane, à tous les panafricanistes qui nous suivent, et puis à la régie, grâce à qui nous pouvons communiquer. Et merci aussi pour le président du Cameroun. Merci. Merci pour ce qu'il fait pour l'Afrique. Alors, Madame Linda Labaoui, je reste avec vous. Le secrétaire général de l'ONU parle d'une détérioration rapide de la situation sécuritaire au Sahel. Quelle lecture faites-vous de la situation qui prévaut au Sahel? Écoutez, j'en avais parlé avant que ça commence à s'aggraver, parce que tout ce qui se passait autour de l'Afrique prédisait justement à une augmentation de terrorisme. Et également, les armes qui sont détournées via des lobbies en Ukraine, des armes qui étaient destinées à l'Ukraine mais qui étaient détournées. Le Sahel, c'est la richesse de l'Afrique. Le Sahel, c'est le cœur de l'Afrique. Donc, j'ai souvent expliqué que si on veut dominer l'Afrique, c'est à partir du Sahel. Il y a deux pays très sensibles. Il y a le Mali d'abord et l'Algérie après. Mais pour déstabiliser le Mali, continuer à le déstabiliser, parce le Mali commence à retrouver une certaine stabilité avec une armée qui est très bien équipée aujourd'hui. Et non seulement il y a l'équipement, mais il y a aussi les munitions. Souvent, on oublie de parler des munitions.
Donc le Mali commence à s'en sortir. Il y a une aide de l'Algérie, c'est normal, c'est un intérêt commun. Donc il y a des choses qui commencent à bouger au niveau international. Il ne faut plus regarder le monde avec les yeux qu'il y avait avant le 24 février. C'est fini, c'est un autre monde qui s'est dessiné et qui est là. Il y a une puissance qui s'affirme, qui est la Russie. Il y a une puissance qui a dit « Attention, nous sommes au Mali ». Donc, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que le Mali est sous notre protection. Ça gêne. Mais pour dire à la Russie, aujourd'hui, tu sors de là, on ne peut pas. Ce sont les peuples qui sont en train de se révolter et qui disent on veut plus des autres forces, on veut la Russie. Ça aussi, ça gêne beaucoup. Donc, ce qui se passe, c'est essayer de déstabiliser via le terrorisme, encore une fois, et c'est l'arme fatale depuis les années 80, parce que le terrorisme a existé avant, mais depuis les années 80, on a commencé à déstabiliser carrément des pays. Avant, c'était pour déstabiliser des États, maintenant, c'est des pays et des peuples. C'est les peuples qui meurent. Donc, on essaye, bien sûr, de rétablir la peur, rétablir, quand on dit terrorisme, on dit la mort aussi. Donc, rétablir tout ça pour continuer à dominer. Et il faut quand même regarder aussi l'Afrique avec d'autres yeux. Ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg, le sommet qu'il y a eu, où il y a des pays qui ont décidé maintenant d'utiliser les monnaies locales. Donc ça va permettre à des pays africains, ou ce qui s'est passé aussi en République centrafricaine, c'est une monnaie numérique. Donc ça va permettre à des pays africains de trouver une autre issue. Il y a de l'aide de la Russie par rapport aussi à la nourriture. Monsieur Macky Sall nous a bien représenté, il a bien représenté l'Afrique, et c'est bien ce qui s'est passé. Donc tout ça, ça gêne, et il faut redistribuer des cartes pour qu'il y ait du terrorisme. Maintenant, je vais donner une information capitale, et je m'adresse également à nos amis sénégalais. C'est toute l'Afrique qui est concernée, là, surtout le Sénégal et le Mali. On est en plein les manœuvres que fait les États-Unis depuis 2007 au Maroc. Les manœuvres qu'on appelle le lion africain. Cette fois-ci, dans leur programme, il y a quelque chose qui m'a gêné énormément. C'est-à-dire qu'on va apprendre à tous les participants, toutes les armées participantes, à lutter contre une attaque nucléaire. Je dis bien lutter contre une attaque nucléaire. Pourquoi les Américains vont apprendre à ces armées? Il y a le Sénégal, il y a l'armée tchadienne, il y a l'armée tunisienne, il y a l'armée du Ghana aussi. Et bien sûr, il y a le Maroc, c'est le Maroc qui organise. Donc, c'est pourquoi on va apprendre à des pays où l'arme nucléaire est inexistante dans tout le continent. C'est que moi, ce que je comprends de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, il y a un véritable risque. Mais le risque ne vient pas des États-Unis puisque c'est eux-mêmes qui vont apprendre à ces armées comment intervenir au cas où il y a une attaque. Il faut voir, nous avons un axe Sénégal-Ghana, Ghana-Tchad. C'est un axe très dangereux. C'est un axe, quand on le prend entièrement comme ça, comme ligne droite, le terrorisme est là. Mais il y a aussi l'axe, c'est Berlin, puisque Africom, ils sont à Berlin, l'Italie, la Tunisie et le Maroc. Donc tout ça, ça englobe une région qui est explosive. Qui a intérêt, à qui profite le crime? C'est ça qu'il faut voir. Les Américains, ils peuvent intervenir de la base qui est à Gibraltar, donc il y a les Anglais, et s'ils apprennent à nous armer comment lutter, c'est que ça viendra pas d'eux, ça viendra pas des Anglais non plus. Donc il y a des gros risques aujourd'hui en Afrique. Le monde entier se bat pour sortir de la crise Covid et de la crise de l'Ukraine. Il faut sacrifier qui? Comme d'habitude, on va essayer de sacrifier les Africains. Donc les Français, ils sont alliés aux Américains, mais
En même temps, ils s'entendent pas sur beaucoup de points. La France est indésirable en Afrique, elle ne veut plus, on veut plus d'elle, mais les Américains, ils poussent à ça, ils poussent à faire sortir les Français aujourd'hui de l'Afrique, parce que leur intérêt, c'est de remplacer. Et les Français ne se laissent pas faire. Qui est au milieu, c'est le Mali, où d'autant plus que le Niger n'accepte pas vraiment de remplacer le Mali, c'est-à-dire tout ce qui est armes du Mali, donc ils n'acceptent pas. Donc le Mali, on va essayer de rester là pour essayer de manger. Mais quand j'ai parlé tout à l'heure des manœuvres du lion africain, il faut s'y intéresser. Je ne vois pourquoi un continent, tous les pays, il n'y a pas de nucléaire chez nous. Pourquoi ils apprennent aux armées africaines, sachant aussi que l'armée algérienne au mois d'octobre dernier, elle a fait la même chose, elle est partie en Russie, il y a eu des manœuvres et on leur a appris à répondre à une attaque nucléaire. Est-ce qu'on est vraiment en danger? Moi, je dis oui. Mais c'est pour ça que je fais appel à nos amis sénégalais. Il faut parfois mettre du vin, de l'eau dans son vin, se calmer. Et quand il y a une guerre, regardez bien ce qui s'est passé en Angleterre. Boris Johnson est resté. Et puis, leur Parlement a décidé qu'il reste. En France, ils ont tout fait pour que Emmanuel Macron soit réélu. Il y a même des pays, quand ils sont en guerre, il n'y a pas, ils annulent les élections. Aujourd'hui, l'Afrique est en guerre. Et c'est une guerre pour continuer à exister. Donc, je sais très bien qu'au Sénégal, en 2000, Otpor, Popovic et compagnie, ils sont venus, ils ont acheté quelques personnes. Je n'ai pas envie de m'impliquer dans ça et de donner des noms, mais s'il s'agit de l'intérêt du Mali, parce que le mal de la déstabilisation du Mali maintenant, elle peut venir du Sénégal. C'est là où je veux en venir. Donc, nos amis sénégalais, celui qui a touché de l'argent d'autres ports, si on veut retrouver des noms, il y a un livre qui a été écrit et qui s'appelle Arabesque. Le premier livre qui a dénoncé George Soros et qui a dénoncé Haute-Port, qui a dénoncé Freedom House, tout ça, il y a des documents qui sont publiés. Faisons très attention à ce que nous faisons, la solidarité, être avec le Mali et la sortie de ces armées qui n'ont rien à faire ici. Et c'est eux qui vont permettre au terrorisme d'avoir des armes. Et merci. Merci pour cette première intervention, Madame Linda Labaoui. Madame Amina Fofana, Guinée-Conakry, Mali, Burkina Faso, une fois de plus indexé par la France et le secrétaire général des Nations Unies. Comment l'expliquer selon vous? Madame Amina Fofana, vous avez la parole. Oui, j'ai ouvert le micro. Merci beaucoup. Madame Céleste, permettez-moi de souhaiter au peuple sénégalais mes condoléances par rapport à ce qui s'est passé. Et aussi, permettez-moi de saluer le digne président patriote Paul Biya. Aussi, permettez-moi, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'interrompt, quoi. Aussi, permettez-moi de remercier ma chère Linda Labaoui pour ses analyses pertinentes et tous les panélistes d'Afrique. Le monde, c'est nous. Bon, à l'ONU, vous savez, là-bas, c'est la mafia. Ce sont des mafieux. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'attaquer au système si on n'a pas de partenariat sûr. C'est-à-dire que la géopolitique, je suis très contente que les Africains ont pu aujourd'hui comprendre et maîtriser la géopolitique. Parce que c'est ça qui est l'avenir du monde. L'Afrique étant l'avenir du monde, si nous, on ne comprend pas comment les pions bougent dans le monde, on ne va pas s'en sortir. Donc, c'est une organisation qui est créée contre l'Afrique. C'est-à-dire, c'est créé contre le reste du monde qui n'est pas membre de l'Union, de l'Europe ou bien des États-Unis. Donc, cette organisation mafieuse est une structure qui vise à maintenir les pays africains dans l'instabilité totale. C'est ça qu'ils font. Donc, le partenariat avec la Russie et avec la Chine, ça c'est indispensable. Je vais saluer ici le courage, la bravoure de notre digne ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, vraiment qui a défendu le Mali,
qui a défendu le Mali avec une dignité incroyable. Et chaque jour, je reçois beaucoup de félicitations à son nom. Et il a parlé comme le peuple malien l'a souhaité, et il a parlé comme le peuple africain l'a souhaité. Vous savez, ils ne sont pas contre la Guinée. L'ONU n'est pas contre la Guinée. L'ONU, la CEDEAO, c'est aussi une mini ONU, quoi. Donc, ils ne sont pas contre la Guinée parce qu'ils ont vu qu'ils se sont brûlés les ailes avec le Mali. Selon eux, c'est eux qui nous ont poussés dans les bras de la Russie. Non, le Mali et la Russie, depuis l'ex-IRSS, il y avait une bonne coopération. Seulement, c'est la France qui est venue faire des coups d'État pour mettre ses pions et arrêter nos bonnes relations de développement avec la Russie. Et ça, la France n'a pas pu l'effacer de nos mémoires et ça ne partira pas de nos mémoires. Donc, ils ont vu qu'ils se sont brûlés les ailes avec le Mali. Et c'est pour ça que la CEDEAO ne peut pas sanctionner Damiba. La CEDEAO ne peut pas non plus sanctionner l'autre, Doumbouya, de la Guinée-Conakry. Parce que s'ils le font, ils vont les radicaliser. En quelque sorte, c'est ça. Mais n'empêche que la France essaye de les récupérer. Moi, je pense que Damiba, c'est déjà terminé, sa récupération est totale. Donc, la France essaye, même en ce moment, d'infiltrer, de mettre sa base militaire en Guinée. Ces gens-là, ce sont des terroristes en bande organisée, des meutes, qui ne peuvent pas vivre sans l'Afrique. Grâce à leur méchanceté, si je dis grâce, le mot à son sens, à leur diabolisme, parce que ce sont des gens diaboliques, envers la Russie, l'humanité entière a vu qu'ils n'ont rien. Ils possèdent que les planches à pied. Ces gens n'ont aucune ressource naturelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont en difficulté. Et comme ma sœur Linda Larbaoui l'a dit, ils sont vraiment dangereux. L'Afrique est en danger. Il y a longtemps qu'on tire la sonnette d'alarme. Parce que si les Africains comprennent que ces gens-là sont nos pires ennemis, c'est les pires ennemis de la créature humaine, vous allez voir qu'il n'y aura plus jamais de partenariat entre nous. Vous allez voir qu'il n'y aura plus jamais de guerre mondiale, même pas de troisième guerre mondiale. Parce que ces gens ont toujours compté sur les Africains pour les envoyer comme chair à canon. Si les Africains ne partent pas en guerre, ils n'iront jamais en guerre. Donc nous devons cultiver ça. Pas de guerre mondiale. Si les Américains sont des hommes, de vrais hommes, ils n'ont qu'à aller aider l'Ukraine officiellement et faire leur guerre mondiale là-bas. Si l'Europe est constituée de braves soldats, ils n'ont qu'à aller officiellement s'attaquer à la Russie en Ukraine. Mais c'est des vauriens. C'est des gens qui sont des nazis, qui dénoncent le nazisme, mais on ne peut pas toucher à un nazi sans que eux tous ils se lèvent. Le système est très controversé. Donc, pour vous dire que à l'ONU, ce sont ces mêmes gens. Avant, le système il fonctionnait. Tant que la Russie était écartée de l'Afrique, tant que la Chine était écartée de l'Afrique. Maintenant, ce qui se passe à l'ONU, c'est le démantèlement même de l'ONU. Ces structures-là, surtout celle-là, elle va imploser de l'intérieur. C'est ce que Macky Sall disait. Il a reproché à Doumbouya d'avoir sa monnaie, d'avoir accès à la mer et il croit que on est en échec. Voilà, qu'ils sont en échec, même au niveau de l'ONU, les vétos se neutralisent. Donc, il va falloir réformer l'ONU. Ça, c'est ce que Macky Sall a dit. Macky Sall, il peut pas prendre de sanctions contre Damiba et l'autre tant que le patron, leur papa Macron, n'en a pas donné l'ordre. Et aujourd'hui, on voit très bien que tout ce qu'ils ont dit contre la Russie, c'était pour venir tuer les Africains, appauvrir les Africains, faire semblant de mettre un semblant de terrorisme chez nous pour piller nos ressources naturelles. C'est pour ça que quand les Français, dirigeants français, parlent, les irresponsables de la France prennent la parole, ils disent que la Russie est en train de profiter, même à l'ONU, ils ont dit ça, que la Russie est en train de profiter de nos ressources naturelles. Non, le Mali est en partenariat gagnant-gagnant et clair avec la Russie. Ce qu'ils sont et ce qu'ils font, c'est comme ça qu'ils désignent les autres.
ils diabolisent les autres à leur place. Vous voyez l'acharnement sur Poutine, qui est en train pourtant de rendre service à l'humanité. Et eux tous, les nazis de l'Occident, se sont retrouvés dans la guerre là-bas. Macron le dit, qu'ils ont aidé militairement l'Ukraine. C'est vrai, ils ont envoyé combien de soldats? Même 2 Américains ont été capturés. Donc, ce qu'il y a, c'est que ces gens-là sont incapables de prendre. Et Alassane Ouattara est là. Bazoum est sorti le clasher 2 fois. Alassane Ouattara est là. Il a fait un putsch. Mais il est considéré comme étant un président démocratiquement élu. Macky Sall, il veut faire un putsch comme Alassane Ouattara pour faire un 3e mandat. C'est ça le fond du problème. Et il a peur du vrai opposant qui est en face de lui. Et celui-là, là, Sonko, il va passer. Alors, Madame Amina un peuple qui ne peut pas se libérer est un peuple qui est voué à l'esclavage. Marquez que je termine un tout petit peu. Donnez-moi juste 1 minute, je conclue. Donc, ils ne peuvent pas s'attaquer officiellement à la Guinée parce qu'ils veulent s'installer en Guinée contre le Mali. Parce que les sanctions, selon ce que Macky Sall a dit, ont été inefficaces. Si j'analyse bien ses propos, c'est parce que on a accès à, il y a un trafic entre le Mali, des échanges entre le Mali et la Guinée. D'ailleurs, je salue le président Doumbouya qui a envoyé des contingents pour aider l'armée malienne. Et Macky Sall, il est où? Et le Burkina Faso. La France a intérêt à la récupération. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de sanctions contre eux. Ils veulent que personne ne marche dans les pas du Mali. Et pourtant, c'est le camp malien qui va sauver toute l'Afrique de l'esclavage français et occidental. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Souleymane Hamza, la France, mais également le secrétaire général de l'ONU, souhaite vivement le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Et pour la France même, précisément, souhaite accompagner sur le plan aérien le Mali. Comment l'expliquer? Est-ce un non-lieu, Monsieur Souleymane Hamza? Je reprends la parole. Je m'excuse d'être allé un peu du côté du Sénégal parce que c'est une actualité. Maintenant, pour en venir à votre question, je voudrais vous dire que les propos déjà du ministre des Affaires étrangères malien illustrent à plus d'un titre, n'est-ce pas, la position du Mali sur la géopolitique internationale. Ces propos sont clairs, nets et succincts. Pas de violation de l'espace aérien malien. 1. De 2, pas de collaboration, plus de collaboration avec les forces étrangères françaises. Je pense que les sourds ont quand même entendu, les aveugles ont vu. En 3e position, plus de renouvellement de l'accord du contrat de la MINUSMA, parce que l'armée malienne aujourd'hui est en possibilité de défendre son territoire. Alors, si un État aussi souverain que le Mali, qui a d'ailleurs de civilisation adopté la première constitution mondiale de toute notre civilisation, quand même, il revient aux Occidentaux de réfléchir et de savoir qu'en face d'eux, ils ont quand même une élite intellectuellement bien bâtie dans la tête, sur le plan militaire, qu'ils ont appauvri, assagi et envoyé des terroristes, et de voir cette armée malienne se relever de nouveau, chercher à reconquérir son territoire comme elle le fait avec brio, n'est-ce pas? Cela gêne et cela amène les Occidentaux à travers l'ONU et toutes les forces dont nous venons de parler, à savoir la MINUSMA, Barkhane et tout le reste, à s'imposer. Vous verrez qu'il y a une violation. Oui, violation. Parce que Barkhane, tout dernièrement, a fait lever des avions et ils ont été rappelés à l'ordre. Ils ne sont pas à leur première tentative. La MINUSMA n'est qu'un machin. C'est un comprimé qui est périmé, n'est-ce pas, et qui veut être, n'est-ce pas, engrangé aux Maliens. Il faut que les Maliens refusent. J'ai attiré depuis 2-3 semaines l'attention de la galaxie patriotique panafricaine sur l'opération spéciale qui se mène en Ukraine. J'ai attiré l'attention même des autorités maliennes sur le fait que le président Zelensky aurait dit à plusieurs reprises
que les armes qui lui étaient envoyées par cette coalition américano-européenne ne lui parviennent pas dans toute son entièreté. Et j'ai interpellé, n'est-ce pas, le gouvernement sur le fait que nos frontières doivent être en permanence surveillées. J'ai appelé quelqu'un au Mali, dont je ne cite pas le nom publiquement ici, à qui j'ai demandé de remonter l'information auprès des autorités maliennes. Il a fait le job et vous voyez que depuis un certain, disons une dizaine, voire 2-3 semaines, il y a recrudescence des attaques sur le Mali, il y a recrudescence des attaques sur le Burkina, il y a recrudescence des attaques sur comment on appelle, le Niger, et même, allons plus loin, vous voyez ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda, allons nous poser la question sur comment les gens ont pu se réarmer en un rien de temps. Le problème, il est là. De deux, j'aimerais ici, n'est-ce pas, saluer une deuxième intervention du ministre Diop, à savoir que le Mali est un État souverain. Le Mali a adopté, n'est-ce pas, un chronogramme politique qui l'amène vers des élections dans 24 mois. Je crois que le Mali a fait toutes les conceptions qu'il fallait pour en arriver, n'est-ce pas, à ce calendrier. Je demande aux autorités maliennes, en tant que panafricaniste, dans mon domaine, plus spécifiquement, n'est-ce pas, la problématique du terrorisme et la spécialisation dans les questions de protection et de sécurité, de veiller à ses frontières. Le Mali n'a qu'à veiller à ses frontières. Elle ne jamais se permettre, n'est-ce pas, quel que soit ce que cela peut coûter, de relayer, n'est-ce pas, sinon de renouveler le mandat de la MINUSMA. Ça va être vraiment un couloir ouvert à une autre sorte de terrorisme. Vous savez, ces gens-là, ils ne lâchent jamais prise. Ils vont à gauche, ils reviennent à droite, ils montent en haut, ils tombent en bas. Ils sont toujours dans la même dynamique. Vous voyez, je vais chuter en allant du côté de la Guinée. Le président Doumbouya est dans un rôle qui est panafricain, d'après moi. Vous voyez qu'il a ouvert, n'est-ce pas, le couloir au Mali pour lui permettre, n'est-ce pas, d'approvisionner les populations. De l'autre côté, vous avez un État proche qui se veut un État frère, je veux citer le Sénégal, qui ferme ses frontières. Alors, vous pensez que la personne aujourd'hui à atteindre pour asphyxier le Mali, c'est qui? C'est la Guinée. C'est la Guinée de M. Doumbouya. Alors, dans ce cadre-là, il faut un stratagème pour l'amener dans le camp, pour le faire partir. Alors, M. Doumbouya doit faire très attention à ce que des velléités éventuelles de renversement ne viennent pas au niveau de la Guinée. Cela pourrait être dommageable non seulement pour son pays, mais pour le Mali. D'autre part, il va falloir assurer ses arrières en dégageant de manière claire et nette une attitude panafricaine qui puisse permettre à nous autres, de la galaxie patriotique panafricaine, n'est-ce pas, de nous orienter sur la voie du Mali. Il y a un Mali qui est debout. Ne pensez plus jamais que personne ne pense que le Mali est en train de se débrouiller. Le Mali ne se débrouille plus. Le Mali est debout, droit dans ses bottes. Alors, il nous faut d'autres Mali dans la sous-région, parce qu'aujourd'hui, nous allons vers l'air des masses et les populations africaines ont soif de renouveau. Les populations africaines ont soif d'avoir des dirigeants qui s'occupent d'eux. Et elles n'ont plus besoin de dirigeants qui s'occupent de l'Occident. Et beaucoup ici s'amusent, n'est-ce pas, à apprécier, à vanter les mérites, n'est-ce pas, du président Macky Sall qui a été en Russie se battre pour l'Afrique. Détrompez-vous, on mange peu de blé en Afrique. Il est allé plutôt se battre pour les Européens, n'est-ce pas, pour que le blocus soit élevé. La réponse du président Poutine a été très intelligente, n'est-ce pas, comme à l'accoutumée d'ailleurs, demander à l'Ukraine de déminer le port de l'Odessa et les bateaux passeront. Ce n'est pas nous qui avons miné le port de l'Odessa. Vous voyez, c'est renvoyer le président Macky Sall à des fondamentaux, n'est-ce pas, politiciens qui ne maîtrisent pas du tout. Alors,
En conclusion, je voudrais vous dire ceci. Faisons attention à nos frontières parce que les armes viennent de partout. L'Afrique est assaillie par une bande de fourriers qui sont dans le désert, qui foutent la mer, qui foutent le bordel. Et vous savez pas les temps qui courent, les temps de misère, souffrez que celui qui n'a pas trouvé à manger, qui a faim et qui est au coin de la rue, se fasse inviter dans des katibas et devienne de facto un terroriste islamisant. Alors, Monsieur Samuel Youmbi, pour la France, le contexte sécuritaire reste dramatique au Mali et de façon plus large, plus étendue, pour la France, la situation sécuritaire, politique, mais également sanitaire au Sahel est préoccupante. Partagez-vous cet avis? Tout à fait faux, exagérément mensongère. C'est juste un entourloupe. Je vais revenir, Madame Céleste Capen. Rappelez-vous, juste pour interpeller la conscience de toute la jeunesse panafricaine qui écoute attentivement ce soir, qui sont scotchés. Rappelons-nous tous que, avec fracas, les États-Unis sont partis de l'Afghanistan. Ils sont partis tout simplement parce que le service qu'ils ont demandé à la France dans ce dernier virage, la France n'était plus capable parce qu'il y a eu l'éveil de conscience de nous, jeunesse africaine, contre l'impérialisme, et en particulier la France. Nous n'avions pas vu venir les Européens et les États-Unis parce qu'ils ont toujours joué à la cachette. Mais nous nous souvenons tout simplement que les États-Unis sont partis avec fracas de l'Afghanistan. Et quand ils partaient, rappelez-vous tous, jeunes, qu'il y a eu des charters dont les États-Unis, en complicité avec la CIA, ils ont fait partir certains Afghans pour les envoyer dans des pays africains. Soi-disant, c'est pour prendre l'exil parce que le pouvoir, les djihadistes qui arrivaient au pouvoir, comment ils appellent encore les Moudjahidines, non, bon, qu'ils arrivaient au pouvoir, leur vie n'était pas en sécurité. Alors, il fallait les envoyer en Afrique, où on les a envoyés en Afrique, au Rwanda, en Ouganda et dans d'autres pays, en Afrique de l'Est. Ça, c'était pour préparer sur le terrain avec les terroristes spécialisés qui vont travailler pour cette guerre que nous sommes en train de vivre, qui nous démontre aujourd'hui que l'Afrique est vraiment en guerre, dont les États-Unis et la CIA avaient déjà préparé, et tellement qu'ils ont bien préparé, nous avions vu tout récemment encore, c'est encore un accord entre le Rwanda et Londres, qui demande aujourd'hui de rapatrier les immigrés, les asilés politiques qui sont à Londres, on va les rapatrier en Afrique. Pensez-vous, chère jeunesse, que ce sont des émigrés qui ont fait 6000 km en bateau qu'on doit les renvoyer? Non! Tous, ce sont des terroristes préparés, bien armés, qu'on est en train de renvoyer au Rwanda. Et nous voyons ce qui se passe entre le Rwanda aujourd'hui, où la première vague des Afghans ont débarqué au Rwanda, armés. Et voilà ce qui se passe entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Là, c'est pour attirer votre attention, pour dire encore, Madame Céleste Capen, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que c'est la même États-Unis qui est la première à interpeller l'opinion internationale, à interpeller l'opinion américaine, à interpeller les ressortissants américains au Mali pour leur dire, faites attention, il y a une descente des djihadistes qui vont être prêts à attaquer dans le Sahel, donc tout le Mali. Comment ils ont fait pour être au courant de tout ça? Ça veut dire que les préparatifs qu'ils ont lancés depuis qu'ils sont partis en catastrophe du Mali, sachant que la France perdait du terrain, nous sommes en train de voir que M. Vladimir Poutine n'a que sauvé et tiré l'attention aux Africains. Comme je l'ai toujours dit sur ce plateau, nous, Africains, n'attendons pas que c'est la Russie qui va venir faire notre travail. Nous devons nous préparer, nous devons combattre, nous devons défendre nos intérêts face à
tous ces pays et en particulier les États-Unis que nous voyons aujourd'hui, que c'est elle finalement qui est la manipulatrice, c'est elle finalement qui est la plus dangereuse, c'est elle finalement qui est celle-là qui veut exterminer les Africains et vivre avec l'Afrique sans les Africains. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir que la date du 24 février 2022, chère jeunesse africaine, chers companélistes, vous n'allez pas me dire le contraire, chers Africains, c'est une date que nous n'allons jamais l'oublier. Parce que si cette date, M. Poutine ne serait pas levé pour rentrer pour cette sécurité qu'il a voulu et qu'il a bien planifié pour rentrer en Ukraine, aujourd'hui, nous sommes en été en Europe, c'est Poutine qui devait être envahi et c'est l'Afrique qui devait être quelque part le dernier rempart. Et nous le savons bien que quand les Occidentaux sont arrivés en Afrique, comment ils ont cueilli les peuples africains. Mais aujourd'hui, l'entrée de la Russie en Ukraine nous a plutôt fait un réveil de conscience. Et comme je l'ai dit, nous a permis tout simplement de voir la vérité en face, que l'Occident n'est qu'un empire du mensonge. Que l'Occident qui nous a vendu la liberté d'expression, qui nous a dit le droit de l'homme, le droit à la vie et le droit à l'humain, nous avons compris tout simplement que cet Occident nous racontait ce qu'elle nous avait raconté, ce qu'elle nous avait appris, nous avait fait apprendre à l'école, c'était du pipeau. Aujourd'hui, voyez les armes qui entrent aujourd'hui que les États-Unis ont livrées en Ukraine, près de 20 milliards d'armes. Ces armes-là sont où? Ces armes-là, malgré que la Russie a intercepté plusieurs armes, mais nous voyons encore les armes qui sont interceptées et que la Russie nous montre, ces armes partiront où? C'est pour l'Afrique. Et où en Afrique? Dans le Sahel. Nous savons comment les armes qu'on a après l'assassinat du colonel Kadhafi, où sont parties ces armes? Ces armes sont parties dans le Sahel. Nous avons vu qu'est-ce que ça a fourni. Finalement, aujourd'hui, juste pour attirer l'attention de ces Africains, qu'aujourd'hui, nous devons être préparés. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre depuis plus de 6 décennies. Mais ces dernières décennies, nous sommes éveillés parce que la grande chaîne Afrique Média a donné la possibilité qu'il y ait des frères, des aînés, des dames solides, des dames fortes comme celles qui sont aujourd'hui sur le plateau pour attirer et éveiller la conscience et édifier les Africains pour nous interpeller tous. Qu'aujourd'hui, chacun a le droit à apporter sa participation participative face aux États-Unis, face à l'Europe, face à la France. Voici comment on nous dit toujours, l'ONU est là pour protéger les personnes et les biens, pour la paix, mais nous nous rendons compte que le passage du secrétaire général des Nations Unies en Afrique tout récemment était plutôt de renforcer, d'interpeller plutôt un renfort d'armement au niveau du Niger. Pendant ce temps, nous les Africains, nous disons bien que nous ne voulons plus avoir encore les forces étrangères en Afrique. Il y a quelque part anguille sur roche. Que les Africains, sur l'exemplarité du Mali, se disent, nous avons pris notre souveraineté pour notre développement, pour notre sécurité, et les faits sont là qu'après 12 ans, le pays qui était là, qui était la France, qui était l'ONU et la force Balkane, qui était la MONUSCA, la force MONUSCA et la force Balkane française, n'ont rien foutu et que nous, en laps de temps, nous avons contribué à soulager nos populations grâce aussi au soutien de cette Russie à laquelle nous devions tout simplement, nous, jeunesse africaine, de le savoir. Aujourd'hui, nous devons être debout, de dire aucun soldat américain ne mettra pied dans le Sahel. Aucun soldat de la force MINUSMA ne restera plus dans le Sahel. La force Balkane qui est partie et tous ceux qui se triment au niveau du Niger là-bas, le président du Niger, M. Bazoum, avec toute la responsabilité que la souveraineté de la jeunesse, la souveraineté du peuple africain en ce début du XXIe siècle, dont nous sommes déterminés, aucun chef d'État africain ne pourra aller à l'encontre de la détermination de la jeunesse, de la détermination du peuple panafricain en ce moment, tout simplement parce qu'il est inadmissible qu'un parlement, un congrès aux États-Unis puisse s'asseoir et condamner sévèrement les pays africains qui ont refusé de s'allier avec eux, tout simplement parce qu'ils sont alliés,
ils sont alliés avec la vision idéologique de la Russie. Ça, c'est inadmissible à ce 21e siècle. Donc, ça nous interpelle qu'il y a déjà eu une condamnation par coutumance de la moralité et de la valeur, de la dignité des Africains par un congrès américain qui voudrait tout simplement prendre le monde et faire de ce monde ce qu'il voudrait faire. Et nous disons non. Aujourd'hui, l'ONU étant complice, l'ONU représente qui? L'ONU, c'est les États-Unis. Aujourd'hui, la France, elle aussi, s'entend que sur le terrain, elle n'y peut rien. Donc, ils se mettent ensemble aujourd'hui avec tous ces terroristes qui sont partis de l'Afghanistan, qui aujourd'hui, Londres est en train de rapatrier au niveau de l'Angleterre et qui sont déjà prêts. Et voilà comment les États-Unis nous interpellent en nous disant qu'il y a une vague de djihadistes qui vont attaquer le Mali. Tout simplement, nous pensons que tous les Africains aujourd'hui, ce gouvernement de transition du Mali, le président de transition, M. Assimi Goïta, et toute son équipe, que nous disons un grand merci dans leur bravoure, dans leur détermination, et en particulier ce monsieur, le ministre des Relations extérieures, M. Abdoulaye Diop, qui a encore galvanisé encore la jeunesse, en démontrant à la jeunesse. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est un combat générationnel. Et ce combat-là, nous n'allons pas laisser l'ONU. Nous n'allons pas laisser l'ONU qui a toujours été complice, comme ce que nous avons vu au Mali. Nous n'allons pas laisser cette ONU qui est américaine de pouvoir faire ce qu'elle veut faire aujourd'hui au Mali. Nous n'allons plus laisser la France de rester encore lorsque nous disons non, quand nous n'avons pas besoin d'elle. Donc aujourd'hui, c'est une détermination de dire, s'ils veulent rester, c'est tout simplement parce que la planification qu'ils ont planifiée dans le Grand Sahel, aujourd'hui, est arrivée et ils sont face à la réaliser. Mais c'est à nous aussi, responsabilité panafricaine, de pouvoir nous lever. Pas comme ce qui se passe au Sénégal, parce qu'au Sénégal, il y a des institutions qui sont là, qui ont décidé quelque chose. Mais là, nous sommes en train de nous lever contre l'Occident. Nous ne nous levons pas contre nous-mêmes. Et cette détermination, je pense qu'aujourd'hui, le peuple malien est mature. Le peuple malien, souverain, a donné ses droits et ses devoirs et a pris ses responsabilités devant les Nations Unies, devant le monde entier, devant l'opinion internationale, en disant notre décision, c'est l'esprit qu'incarne toute la jeunesse panafricaine. Donc aujourd'hui, nous ne voulons plus des pays qui viendront en Afrique, en particulier au Mali, pour nous dicter ce que nous voulons. C'est nous qui voulons vous faire appel de ce que nous avons besoin de vous. Donc aujourd'hui, nous pensons que dire qu'il y a des morts, qu'il y a des exactions, qu'il y a le non-respect des droits de l'homme, tout ça, c'est rien que de l'arnaque. Et cette entourloupe ne passera plus. Merci pour ce premier jet d'intervention. Alors, Madame Linda Labaoui, pourquoi ce désir ardent de la France de se maintenir au Sahel? Ben, c'est les enjeux économiques, les enjeux stratégiques, les enjeux aussi d'être présente en Afrique. Donc j'ai vraiment creusé ce sujet. Et puis je vais revenir à l'ONU. Monsieur Lavrov, quand il était en Algérie, il a parlé de l'Afrique, de sa présence en Afrique. Et il a dit, nous allons contrer l'ONU. Il y a 2 poids et 2 mesures. C'est comme ça les arrange. Dans un autre discours, il considérait l'Ukraine, la Palestine, et la Russie, Israël. Israël n'a jamais été sanctionné. On voit l'histoire du Sahara occidental aussi. Un statu quo depuis 1991. Les gens sont, presque 1 million sont réfugiés en Algérie et on accuse les Algériens de les maltraiter. Alors qu'on les a accueillis parce qu'ils ont reçu des armes chimiques. On les a frappés avec une arme chimique, ils ont fui le Sahara occidental. Mais maintenant, ils se sont éparpillés un peu dans le monde. C'est ça l'ONU. Et c'est ça que M. Lavrov a expliqué quand il était en Afrique. Après ce discours, 2 jours après ou 3 jours après, je ne me rappelle plus, il y a eu M. Medvedev. M. Medvedev, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous allons démonter l'ONU par rapport à tous ces 2 poids, 2 mesures. Ça ne sert à rien et l'ONU est corrompue. Ça m'a rappelé une histoire. Kofi Annan, par rapport à Saddam Hussein,
eh ben, il y a eu les témoignages de la personne qui a fait cette rencontre, qui a organisé la rencontre avec Kofi Annan, et la personne qui a donné la mallette. Il y avait 200 millions de dollars à l'époque dedans. Voilà ce qu'il a touché pour essayer un petit peu de calmer le jeu. C'est Saddam Hussein qui lui avait donné. Donc il y a une corruption qui est là, et il y a les intérêts des pays qui est là. Il n'y a pas de démocratie. Chacun représente soit son pays, soit il représente les gens qui l'ont payé par rapport à la corruption qui est là depuis 1991 à la chute de l'Union soviétique. Après, maintenant, je vais revenir aux enjeux. Beaucoup de Maliens parlent de l'or, ils parlent aussi de l'uranium, tout ça. Eh ben, il y a un autre enjeu. On a remarqué, l'Union européenne avait décidé qu'à partir de 2030, on donne plus des cartes de grise pour des voitures qui fonctionnent avec du carburant. Il fallait passer à autre chose. Ce autre chose, il y a deux possibilités. L'électricité et il y a l'hydrogène. L'hydrogène, depuis des années, il y avait l'hydrogène rouge, il y avait l'hydrogène je ne sais pas quoi. Maintenant, on est arrivé à l'hydrogène vert. Pour faire de l'hydrogène, il faut beaucoup de soleil. Et le Mali, avec l'Algérie, et souvent j'associe les deux parce que c'est le même territoire. En Algérie, par exemple, je vous donne les chiffres, par rapport au rayon, on peut emmagasiner 2000 heures par an. Il faut emmagasiner des rayons, pas juste le soleil comme ça. Donc, on peut emmagasiner 2000 heures. 2000 heures, ça peut éclairer toute l'Europe. Alors, vous voyez un petit peu avec le Mali comment ça peut être. À partir de 2030, on envisageait de changer le gasoil, changer tout ça, pour la simple raison qu'aujourd'hui, le pétrole, c'est très, très difficile de l'extraire. Les nappes, elles bougent. On a tellement pompé que les nappes bougent. Il faut beaucoup d'argent et ça coûte beaucoup d'argent et c'est pour ça que certains pays ne modernisent pas leurs stations et ne veulent plus investir. Reste le gaz. Le gaz, il y a aussi au Mali. Donc le gaz, et on dit que c'est une énergie moins chère, on commence à sortir du pétrole. Et on va vers l'énergie verte qui est l'hydrogène et vers le gaz qui est propre. On va pas dire que c'est complètement propre, mais c'est propre. Et puis ça coûte moins cher. Donc tous les enjeux et tout ce que sans énergie, on ne peut rien faire. C'est clair, on peut pas faire fonctionner les usines, on peut rien faire. Donc, j'ai appris une chose aussi en fouillant un petit peu pourquoi ces intérêts par rapport... les Américains, par exemple, leurs munitions, il y a un produit qui a dans les munitions, ils l'achètent aux Russes et aux Chinois. Si les Russes ne vendent pas et les Chinois ne vendent pas, les Américains ne peuvent pas faire de munitions, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu en Afrique par rapport aux États-Unis aussi, qui aujourd'hui, il y a la famine. Les États-Unis, les nappes phréatiques ont séché. Donc, ils ont perdu au niveau des céréales un tiers chaque année. Ils perdent un tiers. Donc, vous voyez un peu, ça diminue. Et au niveau des arbres fruitiers, les 2 tiers sont morts. Donc, il y a tous ces enjeux. L'Afrique, c'est vrai que c'est la sécheresse, mais il y a une nappe phréatique. Avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Donc, c'est la guerre par procuration. La France contre les Américains quand il s'agit de l'Afrique et les Américains contre les Français. Mais par exemple, en Ukraine, ils sont ensemble. Je l'ai souvent dit, quand il s'agit de l'Afrique, ils sont tous d'accord. Regardez l'Espagne, le problème qu'il y a avec l'Espagne et l'Algérie. Donc, ils sont tous d'accord. L'Espagne, c'est l'Espagne qui est responsable encore au niveau administratif, au niveau de l'ONU. C'est l'Espagne qui est responsable du Sahara occidental et elle ne veut pas régler ce problème. Il y a quelques jours, les Algériens avaient fait des grosses manœuvres au niveau de Tindouf, là où il y a le Sahara occidental, pour la simple raison que tout le terrorisme qu'il y avait au Mali et qui continue à arriver, il vient via le Maroc par le Sahara occidental. Les Espagnols sont dedans et les Français sont dedans aussi. Donc les munitions, le carburant, parce que ces terroristes, il leur faut bien du carburant.
Et c'est pour ça que l'Algérie avait coupé le gaz et tout ce qui est hydrocarbures au Maroc. Ils peuvent plus alimenter le terrorisme. Il y a une autre manœuvre juste après, quand les Français ont débarrassé la base, c'était la frontière malienne et algérienne. Il y a eu des énormes manœuvres et les manœuvres militaires, c'est des messages qu'on passe. Je sais que les Algériens et les Maliens sont très proches. L'Algérie a signé des accords militaires avec la Mauritanie et je pense qu'il y a des choses qui vont se faire avec le Mali et on n'a pas besoin d'une force étrangère. Je rejoins le Chinois lors du dernier sommet, quand les Américains ont commencé à dire que la Chine, elle s'étend, et bien le Chinois, il a répondu, le Pacifique Indien, les deux océans, l'Indien et le Pacifique, et bien la Chine est là. Mais vous, les Américains, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez rien ici. Et c'est ça qu'ils veulent pas comprendre. Et bien, il s'agit des intérêts. Les intérêts, c'est hydrogène, c'est gaz, c'est beaucoup de choses, en fait. Et ça peut sauver et les États-Unis et la France. Donc, ils se battent, mais à un moment, ils vont se mettre d'accord. Ils vont se mettre d'accord pour essayer de tout récupérer ensemble. Donc, ce que disait Monsieur Samuel, je le rejoins, nous sommes en guerre. Nous sommes véritablement en guerre. C'est une guerre, j'en parlerai un jour, c'est une guerre fantôme. Et ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, ça en fait partie. Ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie, ça en fait partie. L'économie mondiale, elle n'est pas en bas, elle n'est pas vers l'Afrique du Sud. L'économie mondiale, c'est le bassin méditerranéen. 45% des marchandises dans le monde passent par là. Donc celui qui n'a pas compris qu'il y a des gros enjeux et c'est vital pour nous, eh ben il comprendra jamais. Monsieur Souleymane Hamzat, que recherche l'ONU au Sahel? Est-ce la sauvegarde de la paix, mais également de la sécurité, comme le prévoit la Charte des Nations Unies? Pas du tout. L'ONU n'est pas ni dans la recherche ni de l'un ni de l'autre. Vous savez que depuis un certain nombre d'années, l'ONU s'est érigée en comptoir de minerais, de trafic de minerais. Qui vous souviennent qu'au Congo, par exemple, il a été retrouvé dans des chars du coltan. Qu'est-ce que du coltan va faire dans des chars de combat? On a retrouvé dans des véhicules de l'ONU au niveau du Mali, n'est-ce pas, aussi de l'or. Qu'est-ce que l'or malien va faire dans des véhicules de l'ONU? Alors, on se pose la question en définitive de savoir quel est le rôle principal de l'ONU au sein de nos nations. C'est pour cela que je vous disais tantôt dans ma première prise de parole qu'il est indiqué et il faille que les autorités maliennes fassent très attention à ne pas renouveler le contrat de l'aménagement. C'est leur donner, c'est ouvrir la voie, n'est-ce pas, à d'autres exactions que j'ai nommément citées, à savoir ce trafic d'armes entre l'Ukraine et l'Afrique qui est là sous nos yeux et nos présidents dont ils ne disent que dalle. Je vais répondre sur 3 points, à savoir sur ce qu'ont dit mes co-débatteurs. Mais franchement, félicitations d'ouvrir, n'est-ce pas, un certain nombre de paramètres à la géopolitique. Le Mali et les USA, par exemple, il y a une guerre là qui se déclare depuis quelque temps. Vous voyez que l'ambassade des États-Unis au Mali est revenue sur une question de visa, a mis, n'est-ce pas, des barrières partout. Dans un monde qui se veut libre, vous qui êtes la première nation dite, n'est-ce pas, démocratique, occidentalement ou américain, je ne sais pas quel mot même utiliser, connu, c'est vous maintenant qui mettez des barrières, n'est-ce pas, aux transactions. Après avoir fini de mettre la Guinée, le Mali, le Burkina et je crois encore un autre pays là, au banc des accusés par rapport à la loi AGOA, dont ils ont été carrément exclus. Maintenant, on en vient au problème du visa, où on impose aux Maliens, n'est-ce pas, d'obtenir non seulement le visa, mais de se faire vacciner par rapport au Covid. Ça dit des vaccins dont nous ne connaissons même pas le contenu. Mais la réplique est venue du gouvernement malien. Vraiment, le Mali nous fait plaisir. Hein. Et respectons les autorités maliennes qui sont allées tout de suite demander aux États-Unis
elles leur ont imposé aussi un visa en contrepartie de $160. Vous quittez les États-Unis pour le Mali aujourd'hui, vous passez par l'ambassade malienne, vous payez $160. C'est de ça qu'il s'agit. La réciprocité dans la manière, n'est-ce pas, de gouverner un État. Vous me giflez, je vous le rends. On n'est plus, nos frères et Madame Labari viennent de le dire, Amina Fofana l'a dit, on n'est plus dans le jeu, on ne sait plus du yo-yo, là. On est en guerre. Et quand on est en guerre, la guerre, c'est là de donner des coups et de recevoir. Le deuxième point, avant d'en chuter sur le troisième, c'est le comportement de l'ONU. N'est-ce pas, vous voyez, c'est un machin qui a été érigé en mode de compression des Africains. Les États-Unis, de l'autre côté, sont en train de faire voter une loi, n'est-ce pas, pour nous dire à nous autres Africains, pour ne les avoir pas suivis dans notre bêtise par rapport à l'Ukraine, qu'on fera l'objet de sanctions. Mais c'est pur et dur, c'est pur et dur. Il va falloir que les États africains conscients aussi prennent des décisions par rapport aux États-Unis. Vous savez, dans ce monde-là, on n'a fini pas de découvrir, après l'opération spéciale de l'Ukraine, là, qu'il y a beaucoup d'États qui se vantent d'être des nations fortes, mais qui en réalité ne sont que des châteaux de cartes. Le troisième point, mais c'est celui, par exemple, des deux pôles, sur lequel je suis en train de réfléchir, j'essaie d'écrire une thèse. C'est-à-dire, vous voyez, après l'opération spéciale de la Russie, et surtout par rapport au Mali, vous verrez qu'il se dessine deux blocs. Le premier bloc, c'est les USA, l'OTAN, l'Union européenne. Vous voyez que de l'autre côté, il y a les BRICS, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, qui est en train de se développer et qui va vers même l'ajout de l'Iran et de tous les pays sud-américains, à savoir le Venezuela, le Costa Rica, tout ce qui vient en bas là. Donc, on va vers deux mondes, n'est-ce pas, qui vont s'affronter. Mais pendant qu'ils sont en train de se préparer à s'affronter, que font les Africains? Ils dorment. Les chefs d'État africains dorment. Et c'est dommage pour nos pays. Ils ne disent rien. Ils ne sont dans rien. Ils ne s'organisent en rien. Je suis en train de remarquer depuis un certain temps que certains pays, il y a un G4 qui se crée. Là, il y a l'Éthiopie, il y a l'Algérie, il y a le Nigeria et je crois l'Afrique du Sud qui se sont réunis pour essayer de créer un G4 pour discuter des problèmes africains. Mais que fait l'Union africaine par rapport à cette création de ce G4? Que dalle. Ils sont là, ils perçoivent des perdièmes, c'est bon, la vie est belle et puis le reste on s'en fout. Ça ne se passera pas comme ça. Et c'est en cela pour chuter que je voudrais demander à tous les gouvernants aujourd'hui, panafricanistes, d'engager leur peuple dans ce que nous avons fait sous la révolution ici au Bénin, dans la formation patriotique, militaire et généralisée. C'est-à-dire que tout Malien devient un soldat, n'est-ce pas, qui va lutter non seulement contre le terrorisme, mais contre les envahisseurs qui se préparent à venir vers l'Afrique, en envoyant déjà de l'armement nuitamment. Ce n'est nul connu, et c'est avec la complicité, n'est-ce pas, de certains de nos dirigeants. Sinon, le Mali ne serait pas aujourd'hui l'objet de recrudescence au niveau du terrorisme. Mais je connais les Maliens, je sais qu'aujourd'hui l'armée malienne est debout et rien ne fera ébranler ce mouvement-là qui est debout et qui ira jusqu'à son terme. L'Afrique Média doit accompagner, n'est-ce pas, cette chaîne-là et d'autres encore doivent accompagner ce combat-là, n'est-ce pas, qui est louable, qui se fait dans le cadre, n'est-ce pas, de la renaissance d'une Afrique que nous voulons à notre image et surtout que ce Mali-là se dise que à son côté, il y a des bras valides qui ne sont pas maliens, mais qui sont prêts à participer là-bas, n'est-ce pas, à cette renaissance. Le Niger aujourd'hui sous le feu des projecteurs. Madame Amina Fofana. Oui.
Alors, j'ai pas entendu Niger, la question. voilà, nous vous recevons. Le Niger, aujourd'hui, sous le feu des projecteurs, un partenaire fiable pour la France pour se maintenir au Sahel, selon vous? J'ai pas compris la question. Alors, aujourd'hui, le Niger est sous les feux des projecteurs. Et pour certains politistes français, le Niger est comme une sorte de porte d'entrée de la France pour se maintenir au Sahel. Et justement, ces derniers parlent d'un partenaire fiable de la France pour s'imposer au Sahel. Partagez-vous cet avis, Madame Amina Fofana? Ok, merci beaucoup, merci, c'est gentil. Si on observe bien, on dirait que la France est en train de remplacer le despote Alassane Ouattara par Bazoum. Parce que Alassane, il est vieux, Alassane a échoué, et donc il y a une guerre de positionnement de premier rang d'esclave qui va plaire au maître. C'est ce rôle que Bazoum est en train de jouer. Donc Bazoum, il a fait venir carrément l'OTAN au Niger. Vous savez que la survie de la France dépend aussi de l'uranium du Niger. Donc Bazoum ne parle pas. Non, on dirait qu'il n'est pas là. S'agissant de l'uranium, Bazoum n'est pas au courant de ça. Donc, si imaginez que la France plonge dans le noir absolu parce que les Nigériens ont réussi à imposer un patriote à la tête de leur État. Donc, c'est cette situation macabre, déplorable qui est là. Bazoum a été imposé. À un moment donné, il s'était même caché. On ne savait pas où il était. Voilà, il était parti. Je ne sais pas si vous me recevez. Voilà, il était parti se cacher dans un hôtel et il était gardé par Bazoum et par la France, les soldats français. Donc aujourd'hui, la libération du Niger est très compliquée. S'agissant du convoi de la mort qui venait au Mali, et ce convoi même qui n'est jamais rentré au Mali finalement, qui a stationné à la frontière nigérienne là-bas, ce convoi de Barkhane, il y a eu les Français, l'armée française ou la Légion étrangère française a tiré ces 3 manifestants. Et il y a aussi un leader de cette manifestation qui a été enlevé, tué, brûlé, calciné, vif dans sa voiture. Mais Bazoum, il ne parle pas de ça. Tout ce qui importe Bazoum, c'est comment mieux servir l'Occident. Parce que lui, il a déjà vendu son âme au diable. Maintenant, il cherche la toute première place pour pouvoir plaire à l'Occident. Et plus il fait ça, plus il enfoncera son peuple. Puisque les déchets d'uranium qui sont posés là, il ne s'en occupe pas. Et les radiations sont en train de tuer le peuple nigérien. Ça, c'est un. De deux, ils sont eux-mêmes dans le noir. Mais lui, il préfère appuyer la France et ses partenaires occidentaux pour son propre intérêt, pour l'intérêt de son clan. Donc, ces gens-là, il n'y a pas de terroristes au Mali. Le terrorisme au Mali, il n'y en a pas. C'est qu'il y a ici. C'est une guerre de l'Occident à vouloir s'accrocher à sa place de première puissance mondiale imposée au monde. C'est ça qu'il y a au Mali. Et c'est la même chose au Niger. Donc, l'uranium qui est au Niger, dont Areva, qui a changé de nom maintenant, est premier exportateur d'uranium au monde. Hein? Donc, l'uranium qu'il y a là-bas, ils ne peuvent pas partir du Niger tant que les Nigériens et les militaires nigériens ne s'imposeront pas. Donc, ce n'est pas quelque chose de simple. Et l'Occident, aujourd'hui, est en chute libre face à ce qu'ils ont pris. Ils ont cru prendre comme sanction contre la Russie. Leur monnaie est en train de chuter, que ce soit aux USA ou que ce soit en Europe. Il y a l'inflation. Ils sont en train de tomber. C'est ça qui est vrai. Donc, en tombant, ils vont forcément faire la guerre coloniale à l'Afrique. C'est ça qu'ils appellent par le terrorisme. Sinon, lorsque, vous pouvez comprendre comment, lorsque les militaires, les terroristes sont attaqués à un moment donné, les militaires du Burkina, mais ces militaires-là, quand ils ont riposté, ils ont tué, je crois, 3 Français qui étaient parmi les terroristes. Il faudrait que Afrique Média fasse passer cette image. Je vais la retrouver encore pour vous. Il faudrait comprendre que ce qu'il y a au Mali et en Afrique, c'est pas le terrorisme. Et il ne compte pas s'arrêter là. C'est l'Occident qui est en train de s'accrocher à sa place coloniale.
à la tête de l'humanité. Donc, c'est pour ça que la coopération avec la Russie est d'une stratégie incroyable. Je félicite nos autorités. Et aussi, la coopération avec la Chine, elle est indispensable pour les pays africains pour pouvoir éviter ce fameux terrorisme qu'ils sont en train d'implanter un peu partout. Leur terrorisme est arrivé au Bénin. Ce n'est pas le Bénin, ce n'est pas le terrorisme, c'est la France et ses amis criminels qui sont arrivés au Bénin. Donc, ils ont dit aussi que les terroristes, écoutez Emmanuel Macron, que les terroristes vont attaquer la Guinée-Conakry. Non, c'est la France et ses partenaires criminels qui n'ont rien, qui n'ont pas de ressources naturelles, qui veulent attaquer la Guinée. Donc, ils veulent s'implanter comme ça un peu partout, sous la couverture du terrorisme, mais ce sont eux les terroristes. Il suffit de bien bombarder. Nous disons, nos autorités ne communiquent pas sur tout ce qui se passe avec la France. Parce que moi, je suis sûr qu'il n'y a pas d'attaque ou des ripostes contre les terroristes sans que les Français soient tués, sans que les mercenaires français en soient tués. Donc, Bazoum, il a un rôle pour déstabiliser le Mali. C'est pour ça qu'il ne s'entend plus avec l'autre là, comment il s'appelle, l'ex-chouchou de la France, l'ex-enfant chouchou de la France, Ouattara. Donc, il est en train de prendre la place de Ouattara. Et ils sont en train d'armer Bazoum pour qu'il puisse attaquer le Mali. Mais en même temps, on a vu que l'Occident, c'est un tigre en papier, c'est un tigre en carton, parce que ça aboie beaucoup, ça n'a pas de dents. La Russie les a arraché toutes les dents. Ce qui se passe au Mali, l'enjeu même du Mali, est l'enjeu le plus important aujourd'hui sur Terre. Si vous voyez que les médias occidentaux, surtout en particulier français, s'acharnent contre Poutine et puis parlent beaucoup de l'Ukraine, mais ils font comme si le Mali n'est pas là. Si ils sont fâchés autant contre la Russie, c'est parce que il y a une nouvelle situation qui se dessine. C'est la libération même du Mali. À partir du monde, à partir du Mali, c'est l'Afrique qui sera libérée à partir du partenariat Mali-Russie, avec la Chine aussi, parce que ce sont des pays qui ont le droit de veto. L'Afrique, c'est le début de la libération totale de l'Afrique. Donc, c'est pour ça que ils sont énervés, ils ont pris des sanctions. C'est en grande partie à cause des enjeux qu'ils ont ici au Mali. Parce qu'on considère, ces impérialistes considèrent que nos terres leur appartiennent, nous-mêmes nos vies, ils ont le droit de décider, ils ont le droit de vie ou de mort sur nous. Et c'est ça qui est terminé. Donc Bazoum là, il ne pourra rien contre le Mali. Le Mali est en partenariat sérieux avec l'Algérie. J'ai vu tout à l'heure en commentaire un de mes frères qui a dit qu'on a renforcé l'accord de défense avec le Maroc. Je profite simplement pour lui dire qu'il n'y a pas d'accord de défense entre le Mali et le Maroc. Il n'y en a jamais et il n'y en aura jamais. Peut-être que il parlait de l'Algérie. Voilà, donc l'Algérie, l'axe-Algérie, Mali, l'autre, parce que là j'exclus Damiba et Doumbia, ça c'est un axe fort avec la Mauritanie. Vous voyez, donc maintenant, Bazoum est complètement dévoué à l'Occident. Bazoum n'est pas là pour le peuple nigérien, non. Bazoum est là pour mieux servir, pour dépasser Ouattara, pour faire réussir là où Ouattara a échoué. Donc Bazoum est déjà un échec pour le peuple africain, en particulier pour le peuple nigérien. Et Bazoum n'arrivera jamais à ses fins parce que c'est le peuple qui rejette ses maîtres. C'est le peuple qui rejette ses patrons. Donc c'est pour ça que le peuple soutient fermement, vraiment d'une volonté indiscutable, les autorités de la transition. Ils sont intouchables parce que le peuple est debout derrière eux à chaque instant. Parce qu'un militaire, c'est ce que j'ai toujours eu à dire, il n'y a pas plus patriote qu'un militaire sur terre. Ce que les militaires maliens sont en train de faire pour le Mali, on n'a pas de cadeau pour les remercier. On ne sait même pas comment on va les remercier. On souhaiterait même qu'ils restent au pouvoir éternellement. Kadhafi a développé son pays. Il était militaire. Kadhafi, Poutine,
il était militaire, ou il est toujours. Il est resté combien de temps? Il est resté longtemps. Mais comme s'il y a cette affaire de démocratie, cette affaire de... Voilà, donc il faut mettre un système sur place qui va faire que le Mali ne replongera plus jamais. Donc Bazoum est totalement dévoué à ses patrons et à chaque fois qu'il pose, vous avez vu, que ce soit la CEDEAO ou surtout la CEDEAO, quand il pose un acte, nous ripostons notre digne transition riposte avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup de finesse, et vous avez vu l'efficacité avec laquelle l'affaire, les enjeux du Mali ont changé la politique française à travers ce qui s'est passé avec la non-réélection de Jean-Yves Le Drian et la non-réélection de l'autre là, Florence Parly. Donc, vous devez savoir que nous sommes un peuple fort. L'Afrique est un peuple fort. Et ils ont peur de cette jeunesse qui est très, très consciente aujourd'hui. Et cette jeunesse qui s'implique davantage que dans la gestion de son État, c'est-à-dire des différents États africains. Donc, ils ne peuvent lutter contre cette jeunesse. S'ils ont trompé le peuple dans les années 60 avec de fausses indépendances, l'heure est venue maintenant pour eux de prendre leur propre indépendance. Et tant que Bazoum ne changera pas, Bazoum n'a pas d'avenir. Samuel Youmbi, en quelques mots, pourquoi la France et l'ONU veulent-elles à tout prix s'imposer au Sahel? En quelques mots, nous sommes en train de clôturer ce programme. Oui, et je dirais, Madame Céleste Capen, qu'aujourd'hui, l'ONU, qui représente les États-Unis, les intérêts des États-Unis et la France, ils ont tout à gagner ou à perdre, comme je vais le dire, ou la guerre ou la victoire de l'Afrique au bénéfice de l'humanité. L'ONU et la France, ils savent que leur destin dépend de leurs intérêts commerciaux, et leurs intérêts énergétiques, leurs intérêts du capitalisme, dont ils avaient tout misé dans le Sahel. Aujourd'hui, la fausse route, elle est là, qu'il y a cette jeunesse qui a pris le sens qui a pris ses responsabilités, avec le sens de sa responsabilité, de sa maturité. Cette jeunesse est rattachée à être attentif sur le regard qu'ils ont posé dans le Sahel aujourd'hui. Et que l'ONU, qui vient sur l'image, soi-disant, l'ONU, nous savons, c'est les Américains, pour se dire, là, dans le Sahel, où c'est vivre ou laisser mourir. Nous devons à tout prix prendre le Sahel. Voilà comment, aujourd'hui, ils ont déjà fabriqué un président du Niger, M. Bazoum, que par ses comportements et ses faits et gestes, nous comprenons qu'il est à la merci de ces Occidentaux et que nous comprenons bien que ce sont ces Occidentaux qui l'ont mis au pouvoir. Il est obligé de manœuvrer pour eux et que là, aujourd'hui, j'interpelle le peuple nigérien d'être très attentif pour pouvoir sauver le président nigérien qui ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est ce peuple, cette jeunesse qui doivent l'aider à sortir en disant non à toute installation de l'Occident, de l'armée occidentale au Niger. Car il ne faudrait pas que demain, le peuple nigérien soit ceux-là que nous allons accuser comme ceux qui ont détruit et qui ont gâché cette chance dont l'Afrique est en train de gagner en ce début du XXIe siècle. Donc chaque État doit prendre ses responsabilités. Et l'État, c'est qui? C'est le peuple souverain. Donc chaque peuple souverain de chaque État doit savoir qu'aujourd'hui, que l'ONU et la France ne veulent pas partir, c'est nous qui allons les faire partir. Parce que dorénavant, comme je l'ai souvent dit sur ce plateau, tout chef d'État qui va vouloir être candidat à une élection présidentielle doit démontrer son panafricanisme avéré, afin que nous puissions accepter sa candidature. Faute de quoi, nous ne pourrions pas accepter, parce que ce que nous voyons aujourd'hui nous interpelle tous de dire l'intérêt qui est poursuivi, c'est nos biens à nous. Et nous ne pouvons pas rester sans avoir
nos intérêts qui va nous permettre de nous émerger pour les générations futures. Merci, Monsieur Samuel Youmbi, pour votre disponibilité. Vous êtes analyste politique. Merci infiniment. Madame Amina Fofana, vous êtes activiste panafricaniste. Sans oublier Madame Linda Labaoui, analyste politique, spécialiste des questions sécuritaires. Merci infiniment d'avoir répondu présent ce soir. Monsieur Soleiman Hamzat, expert en questions sécurité. Merci infiniment d'être là, de toujours répondre aux invitations de la télévision panafricaine, sans oublier les panélistes justement qui ont intervenu dans le cadre de la première thématique qui concernait l'actualité au Sénégal, Monsieur Zatorbaye, ministre conseiller du président sénégalais Macky Sall, Monsieur Sebani Sougou qui est juriste, membre de la société civile, Monsieur Demba Sissé, analyste politique et également un soutien du leader de l'opposition Ousmane Sonko, Monsieur Madia Souaré, analyste politique, qui apporte également son soutien à la coalition pro-gouvernementale. Merci infiniment à tous ces internautes pour votre participation active. Cela est assez visible de par les nombreux messages que vous nous envoyez sur nos différentes plateformes. Merci infiniment, chers téléspectateurs, pour votre extrême fidélité. Point final de ce programme. Merci de l'avoir suivi. Restez scotchés sur la télévision panafricaine. Au revoir.